y a un impact sur les services urbains. Nous l'avons dit tantôt, à cause de l'événement, il y a des besoins en extension des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie, des réseaux d'assainissement. Cela a également été dit, la conséquence des conséquences de l'urbanisation rapide, c'est la question également des déchets. Et surtout, on va faire le lien, j'ai parlé de conseil tout à l'heure, mais on va prendre ça de manière globale sur la question de la planification. Cette extension rapide explique en partie les difficultés qu'on a à faire respecter les mouvements de planification. La croissance est tellement rapide que la planification ne suit pas cette croissance. C'est une des raisons, évidemment, parmi d'autres. Évidemment, le défi de la mobilité, qui est également un des grands défis de l'urbanisation, que nous voyons très bien dans nos grandes villes, surtout les grandes villes. Et voilà les quelques défis que nous avons, qui sont des défis majeurs liés à la croissance démographique. En ayant noté ce que nous avons dit à l'introduction, cette croissance urbaine s'explique aussi en partie par les problèmes migratoires, en particulier dans certaines villes. Quelles ont été les réponses du MINDU, les réponses spécifiques à cette question de migration de population interne? Je vous ai noté ici parler de conflits, mais il faut noter aussi la question des catastrophes comme progrès d'ailleurs du changement climatique qui touche également aujourd'hui notre pays. Et lorsqu'il y a besoin de catastrophes, il y a des déplacements, des situations parfois à l'intérieur de la ville, il faut également tenir compte de ces phénomènes. Donc, quelles ont été les réponses de l'UNU? L'UNU a mené un certain nombre de programmes. Nous avons géré le volet capital du programme de lutte contre les inondations à l'extrême nord, qui a permis de construire notamment des cases et d'aménager un certain nombre de parcelles pour les populations qui avaient été déplacées du fait des inondations. Il y a une autre phase de ce programme qui s'est achevé, mais il y a une autre phase qui est en cours de maturation du MINDU. Il y a également le programme de développement des villes inclusives et étudiantes qui est mené avec la Banque mondiale et qui a enrôlé l'insertion des jeunes. Et je vous rappelle que ce programme est mené, il y a des villes de l'Est qui sont ciblées par ce programme, par exemple la ville de Batterie. Et nous savons également que ce sont des zones qui accueillent des migrants venant d'autres pays. Et donc, ce volet d'insertion des jeunes s'adresse également à ces catégories de population. Nous avons le programme CDPE Capital Régional qui est mené dans un certain nombre de régions de notre pays. Je citerai en particulier les régions qui sont en crise, notamment l'extrême nord et le nord-ouest. Ce sont des régions qui bénéficient de ce programme aujourd'hui. Et dans ce programme, on a pensé à développer l'approche IMO qui permet notamment d'utiliser les jeunes, l'approche de haute intensité qui permet d'utiliser les jeunes. Et également, ce programme-là inclut la formation des jeunes à la production des travaux, par exemple, qui permet en même temps d'utiliser ces jeunes-là. En fait, on peut voir également cette réponse-là comme un instrument de prévention, puisque généralement, lorsqu'il y a des crises, c'est les jeunes désœuvrés qui sont le plus sollicités par les ministres de l'armée qui se mettent en place. Et donc, si on fixe ces jeunes avec des emplois, à ce moment-là, nous faisons vraiment la prévention. Ils ne sont pas recrutés par ces groupes. Nous avons également un certain nombre de programmes qui sont menés avec le programme avec le habitat. Je pense que le coordinateur du programme de gouvernance urbaine reviendra sur ce programme-là. Hier, vous avez par exemple l'inauguration du centre d'accueil de réfugiés des déplacés internes de la ville de Bafsan.
Et ces infrastructures d'accueil sont mises en place. Également aussi, avec le nouvel habitat sur la planification dans les zones les plus impactées souvent par les catastrophes qui entraînent les déplacements des populations, notamment les zones. Le coordinateur du programme en parlera de manière plus ample. Maintenant, les réponses celles du ministère dans le cadre des perspectives. Je voulais noter le programme de résilience urbaine face aux catastrophes qui est en cours de maturation à la suite d'ailleurs des inondations que nous avons connues à l'extrême nord l'année passée. Monsieur le ministre du gouvernement avait instruit des réponses de prévention. Et dans le cadre de ces réponses de prévention, il y a un programme qui a été développé avec un certain nombre de volets importants qui participent de la prévention. Je prendrai le cas de la planification. Un des objectifs de ce programme, c'est de doter la plupart des régions en crise, que ce soit lié au climat, que ce soit lié au conflit armé, et de les doter de documents de planification. En notant d'ailleurs qu'il y a un aspect qui n'est pas souvent bien pris en compte, c'est que la planification est un outil de prévention des risques. Lorsqu'on fait de la planification, on fait de la prévention parce que le plan d'occupation du sol, par exemple, va dire où est-ce qu'on ne peut pas construire. Donc, nous faisons de la prévention légalement. Un volet important de ce programme concerne l'assainissement, mais également un volet touche à la question de la mobilité, avec notamment des ouvrages comme les ponts. Vous avez vu par exemple la ville de Diabois, c'est des infrastructures qui sont souvent très touchées lorsqu'il y a des phénomènes climatiques extrêmes comme ce qu'on a connu dans les zones. Et je mentionnerai enfin le programme avec la Banque mondiale qui va remplacer le programme PDI et qui est le projet de gestion foncière durable. Ce programme a été lancé, disons, a eu une enveloppe de 114,6 milliards pour le drainage et les équipements sociaux ainsi que la gouvernance foncière dans les villes de Douala et de Yaoundé. Je voulais terminer maintenant en termes de perspective. Nous avons beaucoup salué l'initiative prise par l'OIM parce qu'en réalité, cette problématique de l'urbanisation et des migrations, c'est une problématique qui jusqu'ici avait été pleinement prise en compte dans nos stratégies et dans les politiques urbaines. Nous saluons donc cette initiative parce qu'il faut d'abord se situer et énoncer un certain nombre d'actions réalisées par le MONUS, mais il faut se situer à un niveau stratégique pour dire comment on structure les réponses de manière durable qu'on peut apporter à ces questions d'immigration. Ce défi n'est pas mince, il est complexe. Nous avons eu beaucoup d'échanges déjà à différents niveaux, que ce soit dans les services du Premier ministre ou au MINAC, où la question est un peu plus complexe pour le MINUC. Et une session comme celle-ci, il y a des réponses également que nous attendons. Où se trouve le défi? Si nous parlons de l'accueil, il y a des populations qui sont déplacées de manière brusque, qui ont dû laisser leur logement, leur habitat, pour se déplacer vers de nouvelles zones. Il y a la question de l'accueil, il y a la question de l'accompagnement qui peut appeler à des solutions, on va dire, temporaires. Il y a l'accueil, il y a même l'accueil, il y a l'accompagnement social qui est mis en œuvre par d'autres organisations comme le MINAS. Mais le problème se pose lorsqu'on doit passer à des solutions durables. Lorsqu'on parle de solutions durables, pour le MINUS, ça va se traduire par exemple par les questions de logement, par les questions d'infrastructure. La problématique qui a souvent été posée est que si nous parlons de migrants, il y a différentes catégories, il y a des réfugiés, mais il y a des déplacés internes. Les déplacés internes, ils sont certes déplacés, mais ils
intangible de l'action de l'État, c'est le principe de l'égalité. Et donc, même si on est déplacé en terre, là où on arrive, on a les mêmes droits. Il ne peut pas avoir une rupture d'égalité. Mais en même temps, également, est-ce qu'on peut faire une politique de logement spécifique pour les déplacés en terre, sachant qu'ils sont également des condamnés, et que de ce point de vue, ils doivent avoir accès aux infrastructures, au logement, à les mêmes conditions que tous les autres, y compris les populations habitant des zones qui les accueillent. Donc c'est un des défis que nous avons, qui appelle à être clarifié et qui va orienter par la suite des stratégies que l'on peut mettre en place, soit en termes d'habitat, soit en termes également d'infrastructures. Donc je voudrais conclure en disant que le défi des migrations, c'est un défi essentiel, puisque derrière cette question se pose un des piliers des stratégies de modernisation de l'île aujourd'hui, qui est celui de l'inclusivité, inclure tout le monde, y compris les couches dont la vulnérabilité est liée au fait qu'ils se sont déplacés. Donc, les stratégies que le MINUS peut mettre en place, notamment le programme, ces différents programmes, j'ai dénoncé un certain nombre de programmes dans mon concours, ces stratégies et ces politiques veulent effectivement prendre en compte la question des déplacés internes et des migrants d'une manière générale. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le conseiller technique. Après vous, nous allons passer la parole à Denis Abouka, qui va nous entretenir sur l'urbanisation durable et optimisation des ressources naturelles, guidée vers des solutions climato-résilientes. Merci, monsieur le secrétaire général, le représentant national de Madame la ministre de Développement pour la parole donnée à nos habitants. C'est un honneur pour l'habitat de prendre part à cette table ronde, à cette session spéciale OIM. Je voudrais particulièrement remercier le chef du bureau OIM qui a depuis quelques jours, quelques semaines associé à cette réflexion. Vous l'avez dit, monsieur le modérateur, ONU Habitat va présenter ou faire une communication sur le thème lié à l'urbanisation durable et l'optimisation des ressources naturelles, guidée des solutions climato-résilientes. Alors, mon intervention portera sur 5 points, en rappelant le contexte, quelques éléments qui ont été déjà rappelés ici. Je vais ensuite présenter quelques principes directeurs de l'urbanisation durable. Ensuite, présenter l'urbanisation et la pression sur les différentes ressources naturelles liées à la migration. Nous le savons, l'urbanisation a forcément ses conséquences. Et tout l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément négatif quand on parle de l'urbanisation, mais il y a également les effets positifs de l'urbanisation. Nous y reviendrons sur quelques détails. Nous vous présenterons également l'optimisation de ressources naturelles en milieu urbain face à cette pression de l'urbanisation. Comment est-ce qu'on peut optimiser les ressources naturelles en milieu urbain, et on terminera par une conclusion. En rappelant au niveau du contexte que l'urbanisation mondiale, monsieur le conseiller l'a dit tout à l'heure, s'accélère à un rythme sans précédent. Une grande partie se fait sous l'effet combiné de la croissance démographique, des migrations internes et des déplacements liés au conflit, au changement climatique. On l'a dit au niveau du Cameroun, nous avons à peu près 3 zones de convergence dans l'extrême nord avec la crise Boko Haram qui a forcément créé pas mal de migrations, mais aussi la question liée au changement climatique. Nous avons la zone de l'Est du Cameroun liée donc à travers les crises que nous avons connues en RDC, en RCA, qui a provoqué également l'immigration à l'intérieur du Cameroun. Et cela forcément eu un impact au niveau des villes, surtout cette zone de l'Est. Et nous avons la crise
Nous connaissons la crise du Mozo, qui a également eu un impact avec beaucoup de déplacés à l'intérieur de nos villes. Donc 56% de la population mondiale aujourd'hui vit en milieu urbain, ça c'est les chiffres que nous connaissons au niveau international, et 70% devrait atteindre en 2025 le niveau de migration au niveau des villes. Cette croissance a forcément des impacts qui vont vers la pression sur les ressources naturelles, on l'a dit, notamment l'accès à l'eau, les questions liées au foncier. Nous l'avons constaté ici pour ce qui est du Cameroun, notamment dans les zones directement impactées par la crise du Mozo. Il y a une forte pression sur le foncier et qui a parfois créé des conflits. Nous avons les questions liées à l'énergie, les questions liées, la pression liée aux infrastructures existantes, souvent très insuffisantes. Alors, dans le cas spécifique de l'Afrique, le continent connaît également de manière globale une forte croissance urbaine mondiale avec plus de 50% de la population qui vivra en ville d'ici 2030. Le Cameroun, je l'ai dit, n'échappe pas à cette dynamique et le pays connaît donc des flux migratoires internes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, quelques statistiques que nous partageons avec vous au niveau du Cameroun, avec l'INS, qui précisait que plus de 58% de la population camerounaise vit en milieu urbain. Ça également, ça a été dit tout à l'heure. Les villes comme voilà, Yaoundé, Bafoussam connaissent une croissance démographique annuelle de 5% et 7%. Selon l'OIM, qui en 2022 précisait que plus de 1,1 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du Cameroun en raison des conflits que nous venons de visiter tout à l'heure, les conflits liés dans la région du nord sud-ouest, à l'extrême nord et également à l'est. Il ne faut pas oublier également les problématiques liées au changement climatique, on l'a dit, qui provoquent également des fortes migrations vers les villes. Parce que les populations vont à la recherche, vont à la survie, et à cause des différentes sécheresses des inondations que nous avons appelées tout à l'heure comme effet de ces changements climatiques. Et en 2023, plus de 200 000 nouveaux mouvements internes ont été enregistrés, majoritairement vers les zones urbaines et les urbaines. Alors, cette migratoire massive, je l'ai dit tantôt, a un impact sur l'environnement urbain. Cela provoque dans nos villes ce qui a été dit sur l'étalement des quartiers informels, la pression sur l'eau potable, sur la déforestation, les inondations et évidemment quelques tensions sociales liées à la compétition pour ces ressources. Alors, quelques principes directeurs de l'urbanisation, nous en avons dénombré 4. Selon l'orientation qui a été donnée dans le cadre de cette communication par le collègue William, nous avons la complexité urbaine qui désigne un modèle de développement où les espaces bâtis sont concentrés et bien organisés afin de limiter l'étalement urbain. Cela contribue donc à optimiser l'usage du foncier et à rapprocher les lieux de vie, du travail et de services. Et évidemment, cette composante conduit à la réduction des distances de déplacement et cela préserve dans les espaces naturels en périphérie et facilite l'accès aux infrastructures publiques. Nous avons quelques cas, nous connaissons quelques quartiers qui sont desservis par les transports où on a un mode de développement des bâtiments et des immeubles et cela est situé dans un même endroit et on peut parler d'une ville dense. C'est ce cas que nous avons identifié ici comme principe. Alors l'autre cas, c'est également la mixité fonctionnelle qui, elle, crée des quartiers vivants et dynamiques et cela évite donc les séparations rigides des fonctions urbaines. On peut trouver au sein de ce type de quartier pratiquement tous les services qui peuvent se retrouver sur place. Cela peut limiter également les populations à aller vers des distances un peu plus importantes. Le troisième principe, c'est l'accessibilité urbaine, qui consiste donc à prendre en compte à réduire les inégalités d'accès et à renforcer l'inclusion sociale pour améliorer la mobilité urbaine durable. Nous avons enfin l'efficience énergétique qui fait partie des différents principes directeurs qui correspondent à la capacité d'une ville ou d'un bâtiment à minimiser sa consommation d'énergie tout en assurant un bon niveau de performance et de confort. Cela contribue à réduire
réduire les émissions de gaz à effet de serre, à limiter les coûts énergétiques et surtout à renforcer la résilience face aux crises énergétiques et climatiques. Alors, l'urbanisation et la question sur les ressources naturelles, on l'a dit, forcément, toutes ces populations qui arrivent dans les nouvelles villes, il faut dire que nos villes sont déjà assez suffisamment saturées et l'arrivée massive des nouvelles populations crée une pression énorme sur les différentes infrastructures. Et donc, cela favorise, cela crée une pression, comme on l'a dit, significative au niveau des ressources, des différentes ressources naturelles. Alors, la gestion durable de ces ressources est un défi majeur pour nos villes. Et cela nécessite une planification humaine intégrée, ça a été dit également, et les politiques migratoires, il y a encore des aspects environnementaux. Quelques cas qui ont été menés à l'Union Habitat pour essayer d'apporter des solutions face à cette problématique, notamment dans le cadre d'un programme que nous suivons dans 5 régions du Cameroun, dans 5 communes du Cameroun, notamment dans la région de l'Ouest, ce qui est le Bamboussam, Tchang et Bamako, et dans la région du littoral, notamment Loum et Douala-Kadjina. Nous avons, à travers ce programme, élaboré des cartographies participatives et des zones d'aménagement concertées en collaboration avec les populations locales pour essayer d'atténuer cette limitation. Nous pouvons également citer les cas que nous avons pu, des exemples que nous avons pu mener dans le cadre des plans d'occupation du sol que nous avons élaborés dans l'extrême nord, notamment dans les localités de nos protocoles. Des documents de planification intégrés qui ont pris en compte également les problématiques liées aux migrations et surtout au changement climatique. Alors, l'optimisation de ressources naturelles, une fois il y a cette question, quelles sont les solutions? Comment est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas, on l'a dit, parfois il y a des tensions sociales créées par cette forte pression au niveau des villes. Comment est-ce qu'il faut atténuer, comment il faut optimiser l'utilisation des ressources dans cette ville? Alors, l'optimisation de ces ressources en contexte urbain consiste à utiliser de manière plus efficace et durable les ressources disponibles. On a dit l'eau. On peut économiser l'eau à travers des dispositifs économiseurs, comme on l'a dit, soit la réutilisation des eaux usées qui peuvent être traitées et utilisées plus tard pour l'irrigation, ce qui est l'agriculture. Il y a d'autres techniques qui permettent de conserver par exemple l'eau de pluie pour l'utilisation, pour l'usage, d'autres usages au niveau de nos ménages. Nous avons également parlé de l'économie d'énergie. Il faut préciser qu'il y a quelques années, le MINDU, avec l'appui de l'habitat, avait mené une étude sur l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments, la construction des bâtiments, qui consistait, donc il y a un nombre de bâtiments qui a été également prévu, qui consistait à réduire l'utilisation de l'énergie à travers donc, des modèles de bâtiments qui absorbent plus d'énergie naturelle ou alors la luminosité et qui permet de réduire la consommation énergétique. Nous pouvons également parler de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous connaissons toutes ces techniques qui sont utilisées dans nos villes pour réduire la consommation et surtout faire une économie d'énergie. Nous avons également des questions liées à la gestion des déchets parce que quand il y a un flux migratoire, il y a cette urbanisation. Forcément, cela impacte également la réduction des déchets. Et à ce niveau, nous avons, depuis le début du lancement de cette journée mondiale, nous avons évoqué la question des déchets, la gestion des déchets. Avant-hier encore, on parlait de l'économie circulaire et donc comment il faut optimiser l'utilisation des déchets à travers le recyclage, la valorisation énergétique ou le compostage. Nous connaissons toutes les pratiques, on est revenu hier sur cette problématique. Nous avons également la préservation des espaces verts à travers la protection de la biodiversité urbaine, l'adaptation des végétaux qui peuvent faire face au changement climatique. Et ensuite, il y a la mobilité durable qui peut se manifester à travers la marche, à travers les transports en commun. Donc voilà à peu près les différents éléments que nous pouvons présenter sur l'optimisation des ressources naturelles à niveau urbain face aux différentes questions. Il y en a certainement d'autres secteurs que nous n'avons pas évoqués ici. Donc en adoptant des stratégies innovantes et en impliquant donc tous les acteurs, comme on l'a dit, il est possible de construire donc des villes plus sûres, plus résilientes, plus agréables à vivre et surtout respectueuses de l'environnement.
quelques modalités d'implication des communautés à la résilience climatique. Nous avons pris le cas tout à l'heure, l'exemple de Mokolo, et Fotokona, où on est habitant avec d'autres agences des Nations Unies à accompagner les populations des autorités locales à l'élaboration des documents de planification intégrée. Et donc, à travers le processus de mécanisme, nous l'avons appelé hier, les mécanismes sont mis en œuvre. Il y a une forte implication des communautés à l'élaboration de ces outils de planification, notamment à travers des formations, parce que nous avons profité dans le cadre de ces outils de planification, impliquer fortement les populations à tous les niveaux, y compris les déplacés et même les migrants, je veux dire même les réfugiés qui ont pris part aux travaux dès la base. Et ce sont ces mêmes populations qui ont participé à l'identification des projets prioritaires qu'on a pu retenir dans le cadre de ces documents pour prendre en compte les problématiques vraiment à la base. Donc c'est des documents intégrés qui, peut-être par le passé, n'étaient pas toujours pris en compte ces problématiques qui les évoquent, n'étaient pas toujours pris en compte dans les documents de planification urbaine. Et donc avec le habitat, cette nouvelle manière de faire a pu mettre en place ce mécanisme pour que toutes les parties prenantes soient impliquées dans le processus qui est mis en cours. Nous avons également mené des actions pour revenir dans le projet que j'évoquais tout à l'heure, le programme de gouvernance locale que nous avons mené dans les deux régions du littoral et de l'Ouest. Et le conseil technique que j'évoquais tout à l'heure, nous avons impliqué les jeunes dans la production, par exemple, des matériaux locaux de d'aide, surtout les jeunes déplacés internes. Nous les avons impliqués dans la production, non seulement les matériaux, mais également dans la construction des logements à bas carbone. Nous avons bien visité dans le centre d'accueil des déplacés internes. Pendant le ministère bien voulu être renouvelé. Cet ouvrage a été construit par les déplacés internes, mais à moins de coût. Ceux qui ont eu la chance de visiter cet espace ont apprécié le travail qui a été fait. Et nous pensons qu'à travers ce mécanisme, à travers ces méthodes, on peut continuer à impliquer les jeunes qui font face aux difficultés. Nous avons également impliqué non seulement les jeunes, mais également les femmes, à travers donc la remise d'un certain nombre de matériel pour encourager également ces femmes à mener un certain nombre d'activités économiques. Nous avons formé également des jeunes pour montage de parcs photovoltaïques et entre autres activités que nous avons menées. Cela donc a contribué à impliquer davantage les populations, non seulement les populations d'accueil, mais également les populations déplacées. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il ne faudrait pas considérer les déplacés comme les non-camerounais, ils sont tous camerounais, mais ils ont certainement plus de besoins par rapport à la situation que nous connaissons tous. Donc, on est à l'État, à travers ce programme, a essayé d'apporter des solutions de contribution à accompagner le gouvernement. Alors, je voudrais conclure sur le modérateur, si vous le permettez, en disant que l'urbanisation durable et la résilience climatique sont intimement liées. En adoptant donc une approche intégrée qui combine à la fois la planification urbaine et comme on l'a dit tout à l'heure, des solutions fondées sur la nature, la gestion efficace des ressources et le renforcement de la résilience, nos villes peuvent devenir des moteurs de développement durable et de lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie. Nous remercions nos Africains et passons la parole maintenant au responsable médical pour les jeunes pour nous présenter son exposé sur cadastre, loi conseil et migration vers une réforme, une urbanisation durable. Merci, monsieur le modérateur. Je vais passer au droit de la parole. Il nous a dit sur le plan du cadastre, loi foncière et migration, une réforme, une urbanisation durable. Le développeur de la prise de parole, c'est composera globalement les explications sur 3 chapitres, notamment le contexte actuel
Enfin, on évoquera les perspectives d'amélioration et de coordination avec les autres acteurs et de l'assistance pour ce qui pourra parler comme des solutions de manière à compléter mon à la suite par des questions auxquelles